Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Je souhaite la bienvenue à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de notre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Avant de démarrer l'audition, un petit point technique, logistique sur l'annonce d'un certain nombre de rapporteurs sur des missions d'information ou des textes de loi à venir. À ma demande, la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole adoptée par le Sénat est inscrite à l'ordre du jour. C'est une bonne nouvelle, fruit aussi d'un travail fait avec les groupes d'opposition qui ont accepté que ce texte soit inscrit dans la niche transpartisane. Nous l'examinerons en commission mercredi prochain, mercredi 12 juin. Elle sera discutée en séance publique à partir du 19 juin, selon la procédure d'examen simplifiée. En séance, seuls les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du texte seront mis aux voix sans discussion générale ni explication de vote. En commission, la procédure habituelle s'applique. Première annonce. Deuxième annonce importante sur ce sujet, il nous faut désigner un rapporteur sur cette proposition de loi. J'ai reçu donc la candidature de M. Anthony Brosse. Y a-t-il des oppositions? Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, le bureau de la commission a décidé la création de 2 missions flash avec chacune 2 co-rapporteurs, l'un de la majorité, l'autre de l'opposition. Pour la mission flash sur la plaisance durable, proposée par le groupe Renaissance, j'ai reçu la candidature de Madame Claire Pitola. Pour l'opposition, nous avons reçu 2 candidatures, celle de Madame Alexandra Masson pour le groupe Rassemblement National et de Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe GDR. Pour que tout le monde puisse comprendre, Monsieur Marcelin Nadeau avait également proposé au bureau une mission sur les mouillages d'outre-mer et par ailleurs, le groupe GDR n'a pas eu de responsabilité comme rapporteur depuis le début. Donc ce que je vous propose, c'est que nous puissions retenir M. Nadeau, en sachant aussi, et je le répéterai pour la désignation prochaine, que le Rassemblement national a formulé une demande de mission très clairement exposée par son représentant dans le cadre du bureau. Et donc le bureau s'est engagé à ce qu'il puisse y avoir aussi une étude de cette mission lors du prochain bureau en affinant un certain nombre de propositions de sorte à ce qu'elles puissent cadrer pleinement aux compétences de notre commission en lien aussi avec d'autres missions proposées. Et donc c'est la raison pour laquelle des propositions de rapporteurs dans l'opposition du Rassemblement national ne seront pas forcément retenues, si ça vous va, de sorte à ce que vous puissiez avoir la mission flash par la suite. Donc premier sujet, mission flash sur la plaisance durable. Je vous propose que nous puissions avoir Madame Claire Pitola comme rapporteur et Monsieur Marcelin Nadeau. Est-ce qu'il y a des oppositions à cela? Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Deuxième mission flash sur le verdissement des flottes automobiles, donc proposée par plusieurs groupes, notamment par le groupe démocrate, dans la perspective de la reprise de l'examen à l'automne de la proposition de loi de Damien Adam. J'ai reçu la candidature de Madame Olga Givernet pour le groupe de la majorité, et là aussi, Monsieur Gérard Le Seul et Monsieur Meurin, donc Gérard Le Seul pour le groupe socialiste et Monsieur Meurin pour le groupe Rassemblement national, une nouvelle fois, de sorte à ce que le groupe socialiste puisse être servi et que le groupe Rassemblement national puisse porter sa mission prochainement. Je vous propose de garder Madame Olga Givernet et Monsieur Gérard Le Seul comme rapporteurs sur cette mission. Est-ce que ça vous convient? Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Madame la ministre, nous pouvons commencer notre audition. Nous sommes heureux de pouvoir échanger avec vous dans le cadre, notamment sur un sujet extrêmement
important qui est celui des phytosanitaires, qui font actuellement l'objet de plusieurs travaux dans le cadre de la construction d'une réponse globale à nos agriculteurs. Je le dis, il faut en avoir conscience. Première victime du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité. Cette audition s'inscrit dans un contexte, puisque nous avons eu le projet de loi d'orientation agricole qui a été voté dans cette belle assemblée. Notre commission du développement durable a su peser dans les débats pour proposer un certain nombre d'amendements, dont nombreux ont été acceptés. Notre volonté est de pouvoir avoir votre vision sur ce sujet des produits phytosanitaires, pouvoir avoir votre vision notamment d'un texte, d'un projet de loi sur les phytosanitaires qui pourrait arriver notamment à la rentrée. Dans ce contexte-là, il nous semble important d'avoir votre avis sur notamment l'indicateur national NODU, qui pourrait être remplacé par un indicateur de risque harmonisé HRI1, avec une vision plutôt européenne. Quel est votre avis sur le sujet et comment on peut le comprendre, pouvoir certes harmoniser les règles à l'échelle européenne tout en gardant un niveau d'exigence forte dans notre volonté de réduire l'utilisation des produits phyto. Deuxième question, liée à notre stratégie Éco-Phyto 2030, présentée le 6 mai dernier. Il y a un point qui est très important, c'est autour de cette stratégie, c'est la mise en place d'une méthode claire, notamment avec une démarche collective orientée vers des résultats opérationnels et notamment la mise en place de comités des solutions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce comité des solutions? Et vous le savez, notre commission a une volonté de participer au débat, et si nous pouvons participer à ces comités de solutions, sachez que nous serons répondre présents. Voilà, Madame la Ministre, je ne serai pas plus long, je vous laisse la parole et peut-être dire un mot. Nous avons 10 groupes politiques qui vont s'exprimer et vous avez d'ores et déjà 11 questions. Donc, chers collègues, si on peut peut-être limiter le nombre de questions au regard peut-être déjà des questions qui vont être posées par les orateurs de groupe. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Marc, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter la stratégie du gouvernement en matière de sobriété d'usage et de réduction des risques des produits phytosanitaires. Je vous mentionne pour mémoire les autres thématiques de mon portefeuille qui recouvrent des sujets relatifs à la transition énergétique et écologique de notre modèle agricole, biomasse, photovoltaïque, sobriété des autres intrants agricoles tels que l'eau et les engrais, industrie agroalimentaire et mise en œuvre des états généraux de l'alimentation qui recouvrent les négociations commerciales et la restauration collective, ainsi que la recherche et développement, notamment dans le cadre du plan France 2030. Je répondrai bien sûr à toutes les questions que vous pourriez souhaiter avoir sur ces sujets également, mais je propose de concentrer mon propos sur la stratégie du gouvernement en matière de phytosanitaire. Cette stratégie, elle a un nom, c'est Éco-Phyto 2030 qui a été présenté le 6 mai dernier. Avant d'en décliner les éléments clés, laissez-moi vous dire quelques mots sur le contexte dans lequel s'inscrit cette politique publique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité constituent une cause majeure de la crise agricole que nous traversons en France, mais également en Europe et dans le monde. Nos agriculteurs sont les premiers témoins et les premières victimes de ce dérèglement climatique qui pèse sur leur rendement et donc sur leurs revenus. Dans ce contexte d'aléas accrus, il est tentant d'utiliser davantage de produits phytosanitaires puissants pour protéger nos cultures des nouveaux ravageurs et des maladies qui arrivent dans nos climats habituellement tempérés. Cependant, cette solution n'est pas viable à long terme. On le sait, l'usage de certains produits phytosanitaires impacte notre environnement, impacte notre santé au premier chef, celle des agriculteurs, mais cet usage peut aussi s'avérer inefficace dans la durée pour maintenir la production, en affectant la biodiversité et les pollinisateurs, en affaiblissant les sols. Cette approche conduit à une réduction des rendements à moyen terme. La stratégie Éco-Phyto 2030 du gouvernement repose sur 3 éléments clés. Premier élément, une ambition environnementale intacte. Deuxième élément, un financement inédit de 1 milliard d'euros. Troisième élément, un changement de méthode. L'objectif ambitieux, tout d'abord, celui de réduire les usages et les risques de 50% de produits phytosanitaires. Sur cela, nous ne dévions pas de l'ambition de nos prédécesseurs. Ce qui change, c'est que nous nous en donnons les moyens scientifiques, financiers et humains.
En effet, pour la première fois, nous allouons des moyens considérables à la recherche et au développement, mais aussi à l'accompagnement des agriculteurs chaque année. Ce sont ainsi près de 1 milliard d'euros qui sont consacrés à la recherche d'alternatives, soit 250 millions d'euros sur 3 ans au titre du budget de la transition agroécologique du ministère et 300 millions d'euros au titre de France 2030. Cela s'ajoute à la redevance pour pollution diffuse qui existe par ailleurs. Ce sont des montants inédits qui n'ont pas d'équivalent ailleurs en Europe. Nous faisons enfin évoluer la méthode sur 2 aspects. Le premier, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver ensemble des solutions. Et je vais être claire, on ne remplacera pas une molécule par une molécule, mais on répondra aux enjeux sanitaires de chaque production par des itinéraires techniques spécifiques, mêlant toutes les technologies et tous les leviers à notre disposition, qu'il s'agisse des assolements, de la sélection variétale pouvant s'appuyer sur des nouvelles techniques génomiques, le biocontrôle, la biostimulation, l'agriculture de précision, permettant de réduire l'usage des phytosanitaires. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 15 mars dernier le comité des solutions. Vous m'interrogez sur ce sujet. Ce comité réunit tous les acteurs, la recherche avec l'INRAE, les instituts techniques, les autorités de régulation, l'ANSES, les organisations professionnelles et les filières. Il a pour mission d'objectiver et d'apporter des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs en matière de protection des cultures, et ce, dès 2024. Cette initiative conduira à l'examen de toutes les cultures d'ici début juillet. Il permettra d'identifier les écarts de concurrence ou les distorsions de concurrence pour les agriculteurs français liés à l'utilisation de moins de produits phytosanitaires par rapport aux autres États membres et à sélectionner parmi les produits autorisés chez nos voisins ceux qui présentent un profil favorable en termes d'efficacité et de risque que nous avons intérêt à rendre accessibles en France par reconnaissance mutuelle ou par extension d'usage. C'est cette même méthode que nous mettons en œuvre avec le PARSADA, dispositif doté de 146 millions d'euros par an pendant 3 ans, qui vise à anticiper avec les agriculteurs les risques d'impasse à venir et à développer des solutions pour y répondre. C'est la logique de tendre vers pas d'interdiction sans solution. 14 thématiques font ainsi d'ores et déjà l'objet de dépôts de projets de recherche portés par nos organismes de recherche, nos centres techniques et nos filières. Enfin, renforcer notre connaissance commune en élargissant cette connaissance sur les impacts des phytosanitaires, sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les insectes pollinisateurs, les effets cocktails, de manière à prendre les meilleures solutions sur la base des données scientifiques. Là aussi, nous mettons des moyens inédits pour que notre boussole soit bien la science et pas l'émotion ou l'indignation. Le deuxième changement de méthode majeur, c'est que nous agissons en européen. Agir en européen, c'est utiliser le seul indicateur utilisé par les 26 autres États membres, à savoir le HRI1. Et c'est, dans le même temps, confier une mission à l'INRAE pour faire des propositions pour améliorer cet indicateur, non pas seul, mais avec ses homologues européens et dans la perspective d'un texte européen. Vous savez que la Commission européenne réfléchit effectivement à prolonger et à proposer un texte européen sur le sujet plus large des phytosanitaires. Agir en européen, c'est porter un agenda ambitieux d'accélération des homologations et des solutions les plus prometteuses, telles que les nouvelles techniques génomiques, le biocontrôle, la biostimulation, et c'est demander une plus grande homogénéisation de la réglementation avec l'approbation directe par l'autorité européenne, l'EFSA, des autorisations de mise sur le marché. Un produit, une autorisation pour les 27 États membres. C'est faire des alternatives aux phytosanitaires un axe d'investissement prioritaire, comme nous l'avons fait avec la batterie électrique ou l'hydrogène. C'est enfin exiger des clauses miroirs et des clauses de sauvegarde vis-à-vis des produits importés qui soient cohérentes avec les contraintes sanitaires et environnementales que nous nous imposons. Agir en européen, c'est arrêter de prendre des décisions nationales qui ne vont pas au rythme européen, mais c'est l'Europe à prendre les bonnes décisions. Vous le voyez, la publication de la stratégie marque un tournant dans notre façon d'aborder la transition vers une agriculture plus sobre en intrants, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. D'abord, et pour répondre à la volonté exprimée par le Président de la République et du Premier ministre, je vous confirme que nous souhaitons avancer rapidement sur un texte législatif qui permettra de concrétiser nos engagements, notamment concernant la réforme du Conseil stratégique et la séparation vente-conseil. Nous l'avons constaté, la séparation vente-conseil présente depuis sa mise en œuvre des limites, car elle ne correspond pas à la réalité des relations entre les agriculteurs et ceux qui les accompagnent au quotidien.
Ce fonctionnement n'est pas satisfaisant parce qu'il place nos agriculteurs dans une situation de risque juridique et nous prive d'un suivi qui nous permettrait de mieux atteindre nos objectifs. C'est pourquoi j'ai lancé le 18 avril dernier, en lien avec les acteurs du Conseil, de la vente et les représentants agricoles, une mission visant à proposer un nouveau conseil stratégique et à adapter la séparation de la vente et du conseil. Nous proposerons également un nouveau conseil stratégique facultatif et simple d'accès pour les agriculteurs. Il sera basé sur une approche plus globale de la transition agroécologique et de la sobriété des intrants, pouvant notamment inclure les sujets de décarbonation, de fertilisation, d'usage de l'eau, d'adaptation des règlements climatiques. Ce texte saura s'appuyer sur les différents travaux parlementaires, notamment la mission des députés Stéphane Travert et Dominique Potier. Nous l'avons déjà fait avec la stratégie Ecophyto 2030 en reprenant l'essentiel des recommandations du rapport issu de la commission d'enquête des députés Potier et de Crozaille, que je remercie pour leur investissement et leur expertise sur ces sujets. Je rappelle ainsi que nous avons repris sur les 26 recommandations proposées, 18 intégralement ou partiellement. 6 n'ont pas été suivies principalement parce qu'elles sont suivies en dehors de la stratégie. Je pense au registre électronique centralisé, à la loi foncière, à l'adaptation de HVE, à l'expérimentation phytiatre et à l'anticipation de la révision du PSN. Et 2 sont en cours d'expertise, la possibilité d'utiliser les marchés publics comme levier de la transition agroécologique et la réforme du Conseil stratégique. Cette audition est donc aussi pour moi l'occasion d'écouter les priorités de la représentation nationale sur ces sujets phytosanitaires dans le cadre de la préparation du texte. Dans les autres échéances à venir, je veux signaler la tenue d'ici l'été d'un comité d'orientation stratégique Ecophyto et le lancement avec mes collègues en charge de l'environnement et de la santé d'un travail sur la protection des captages d'eau potable auquel nous allons évidemment associer les collectivités locales et les autres parties prenantes. Il s'agit d'un enjeu majeur qui va au-delà de la stratégie Ecophyto. Notre objectif est d'assurer une consommation d'eau potable de qualité dans la durée et pour cela de travailler ensemble à anticiper les risques sur les captages autorisés pour construire une politique pragmatique de protection et de dépollution. Et vous savez que dans la stratégie Ecophyto, 20 millions d'euros sont d'ores et déjà mobilisés en direction de cette politique. Vous l'avez compris, cette nouvelle stratégie fait le pari de l'intelligence collective et de la mobilisation. Elle assure que notre pays doit continuer à produire l'alimentation de sa population tout en protégeant la santé de ses citoyens et l'environnement. Elle positionne la France en leader en matière de transition agroécologique. C'est en unissant nos forces, en investissant dans la recherche et l'innovation, en accompagnant nos agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses et en leur faisant confiance que nous pouvons transformer notre système agricole au bénéfice de tous. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Nous en venons aux orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-Luc Lugit. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Au nom du groupe Renaissance, je vous remercie pour la présentation de la stratégie Ecophyto 2030 qui constitue une brique majeure du volet agriculture de la planification écologique donc portée par le gouvernement. Permettez-moi tout d'abord de vous témoigner la confiance que nous avons dans votre approche. Vous l'avez démontré à la tête du ministère de l'Énergie. Votre méthode est basée sur un large travail avec tous les acteurs. Et pour vous, la science passe avant les croyances. Et nous partageons cette approche. Comme vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui urgence à réaffirmer une stratégie de sobriété d'usage des produits phytosanitaires. Nos agriculteurs, qui depuis toujours produisent pour nous nourrir, représentent une des professions qui a su le mieux adapter ces pratiques à travers les différentes périodes de notre histoire. La mécanisation ou l'apport de la chimie ont par exemple été à l'origine de fortes évolutions. L'histoire se poursuit aujourd'hui avec l'exigence de mieux et plus agir face à l'urgence environnementale que nos agriculteurs sont les premiers à subir. En même temps, notre société est de plus en plus exigeante en matière de sécurité sanitaire des aliments et de protection de nos sols, notre eau, notre air et la biodiversité. Nos pratiques agricoles doivent donc encore évoluer en s'appuyant sur les innovations que nous pouvons lui apporter. En ce sens, la nouvelle ambition que vous portez avec le plan Ecophyto 2030 nous rassure car nous percevons la volonté de donner plus de moyens scientifiques, financiers et humains pour atteindre les objectifs fixés. Député d'un territoire très agricole avec beaucoup d'arboriculture, mon propos s'appuie aussi sur les témoignages concrets d'agriculteurs que je rencontre très régulièrement. Ils se réjouissent de la volonté que vous portez à travers le comité des solutions que vous avez mis en place en mars dernier. Nous serions d'ailleurs très intéressés si vous pouviez nous indiquer ce que vous avez pu identifier comme premier résultat et à quelle échéance nous disposerons d'un bilan complet.
Nous aimerions aussi avoir plus de précisions sur les moyens de soutien à la recherche d'alternatives via le PARSADA. Et par ailleurs, nous souhaiterions savoir comment vous envisagez le programme de la future Commission européenne sur ce sujet des produits phytosanitaires et quelles sont vos propositions. Permettez-moi, pour conclure, Monsieur le Président, de vous indiquer, Madame la Ministre, que notre groupe est prêt à travailler à vos côtés pour concrétiser, sur le plan législatif ou autre, les engagements pris au bénéfice de nos agriculteurs. Merci. Merci, chers collègues, et il va de soi que les collègues qui veulent parler 2 minutes 19 pourront le faire. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Christophe Barthès. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous êtes aujourd'hui auditionnée sur les produits phytosanitaires et la stratégie Ecophyto 2030. Étant donné la dernière crise agricole, qui n'est toujours pas terminée, il serait grand temps de pouvoir réellement échanger sur ces sujets et cesser de juste exposer vos stratégies, donner quelques engagements et refermer le dossier sans jamais demander leur avis aux paysans. Par exemple, vous proposez de promouvoir des mesures miroirs pour réduire la concurrence déloyale dans les pays extra-européens. Mais qu'en est-il des pays européens ? Les écologistes rappellent que la France est aujourd'hui le plus grand consommateur européen en volume de pesticides. Mais nous sommes aussi l'un des plus gros producteurs agricoles. Notre consommation répond juste à un calcul mathématique. En comparaison, en 2021, nous utilisions en moyenne 3,67 kg de pesticides par hectare, quand les Pays-Bas en consommaient 10,86. 3 fois plus. Peut-être qu'ils respectent les doses autorisées par l'Union, mais comment pouvons-nous encore demander à nos agriculteurs de réduire les pesticides alors que nous continuons à importer des produits de nos voisins européens qui en sont presque 3 fois plus pollués ? Ensuite, sur les alternatives que vous proposez, étant donné les moyens et les délais d'expérimentation devant être mis en place, comment garantir qu'il n'y aura pas de réduction de la production et donc une réduction des revenus des agriculteurs ? Vous comprenez, Madame la Ministre, que nous ne faisons pas ici la chasse aux objectifs de réduction des produits phyto, mais devant l'urgence agricole, nous restons consternés par votre sens des priorités et l'allégeance aux objectifs environnementaux de votre Europe. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Anne Stenbach-Terrenoir. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Les pesticides sont, comme chacun sait, soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances chimiques qui interfèrent avec l'organisme des êtres vivants et sont directement responsables de la diminution de la fécondité, de dérèglements hormonaux et du développement de certains cancers. Et justement, le 25 avril dernier, la Cour de justice de l'Union européenne répondait à plusieurs questions préjudicielles concernant l'évaluation des effets de perturbations endocriniennes des pesticides lors de leur mise sur le marché. Et la Cour de justice a confirmé 2 choses. Tout d'abord, que les autorités sanitaires nationales, comme l'ANSES en France, sont tenues, depuis le 10 novembre 2018, de baser leurs autorisations sur les critères d'évaluation des effets de perturbations endocriniennes, qui sont donc en vigueur en Europe depuis cette date. Elle a par ailleurs affirmé que cette évaluation doit porter sur les produits autorisés et qui sont au final épandus, et non sur les seules substances actives avantageusement choisies par les industriels. Et ça, c'est très important parce que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Les pesticides sont des cocktails chimiques comprenant de nombreuses substances. Or, aujourd'hui, seules celles qui sont ciblées par les industriels comme étant les substances actives, donc, sont évaluées avec un semblant de respect des critères de la réglementation. La toxicité de l'ensemble du mélange, et donc des interactions des différents composés les uns avec les autres, ne font pas l'objet des mêmes tests. Bien que cela soit requis, comme l'avait indiqué en 2019 cette même Cour de justice, décision qu'elle a reconfirmée donc à l'occasion de son arrêt du 25 avril. J'ai donc 3 questions précises, Madame la Ministre. Depuis le 10 novembre 2018, l'ANSES délivre-t-elle ses autorisations de mise sur le marché des pesticides en tenant compte des critères en vigueur concernant les effets de perturbations endocriniennes ? Si ce n'est pas le cas, que comptez-vous faire pour assurer la légalité de ces autorisations au regard du règlement européen ? Et enfin, si l'autorisation du Dagonis, produit qui faisait entre autres l'objet de cette question à la CJUE, si l'autorisation du Dagonis donc venait à être retirée aux Pays-Bas et que la France avait autorisé ce même produit avec la même absence d'application des critères en vigueur, comptez-vous suspendre son autorisation ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. C'est en 2009, à la suite du Grenelle de l'environnement, qu'a été lancé le premier plan Ecophyto visant à réduire de moitié l'utilisation des produits phytosanitaires. Cet objectif n'ayant jamais été atteint, votre gouvernement, qui a beaucoup hésité face à la crise agricole, nous propose un nouveau plan qui reporte cette ambition à 2030. La Cour des comptes et une récente commission d'enquête ont conclu que l'échec de cette politique était lié à un manque
criant de pilotage des ministres et un faible suivi des millions d'euros engagés. Le nouvel indicateur que vous proposez, nous le trouvons pertinent. Réduire les pesticides en volume sans distinguer ceux qui sont dangereux et ceux qui ne le sont pas, c'est pénaliser notre sécurité alimentaire sans maximiser le bénéfice pour l'environnement. En adoptant un indicateur européen, on se recentre sur l'aspect sanitaire tout en mettant un terme à une surtransposition. Car oui, la France n'est pas l'échelle pertinente pour interdire ces substances. Si ce genre de décision n'est pas coordonné avec nos partenaires commerciaux, c'est une distorsion de concurrence assurée. Nos autorisations de mise sur le marché prises par l'ANSES doivent systématiquement être harmonisées à l'échelle européenne, voire internationale. Plus encore, nous prenons un principe simple. Si ça ne peut être produit en France, ça ne doit pas pouvoir y être importé. En parallèle, si nous ne voulons pas dépendre de pays moins exigeants que nous, il faut investir plus et proposer des alternatives à nos agriculteurs, pas d'interdiction sans solution. Face à une recherche en nouveaux produits incertaine, les agriculteurs sont bien seuls à supporter à la fois le risque économique et un acharnement médiatique inacceptable, alors que nos souverainetés alimentaires reposent sur le modèle qu'ils ont construit. Des efforts sont à engager pour mobiliser davantage les budgets recherche des grandes firmes, tout en responsabilisant le consommateur sur la provenance, la qualité et la saisonnalité des produits. Alors qu'à ce stade, la loi d'orientation agricole n'a traité qu'à la marge les revendications des agriculteurs manifestées dans la crise du printemps dernier, allez-vous vous hisser à la hauteur des enjeux avec votre nouveau plan Écophyto 2030 ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Hubert Hoth. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'effondrement du vivant est désormais inscrit dans la durée. Depuis un demi-siècle, les populations de vertébrés ont chuté de 70%. En ce qui concerne les insectes et la vie du sol, la situation est plus grave encore. En janvier dernier, devant cette commission, nous avons eu l'occasion de partager ces constats dans le cadre de notre mission d'information qui rassemble les témoignages de 190 interlocuteurs. Elle a permis un diagnostic scientifique précis sur l'état de cette biodiversité dans les paysages agricoles. L'INRAE et l'IFREMER nous confirment que l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins sont contaminés par les pesticides de synthèse. Ces produits sont impliqués dans ce grave déclin du vivant. Les effets des pesticides sur la biodiversité et sur la santé ont fait l'objet de nombreux travaux scientifiques depuis plus de 20 ans. Il y a 35 ans déjà, l'OMS estimait à 220 000 le nombre de décès dus aux pesticides. L'audition du professeur Belpomme nous a révélé un constat accablant. Les liens entre les pesticides et le développement des cancers sont établis. Sein, prostate, testicules, leucémie, lymphome, myélome, tumeurs cérébrales et digestives. Même constat pour certaines affections dégénératives du système nerveux telles que les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer et la maladie de Charcot. Chez l'enfant, les pesticides agissent dès le développement prénatal et affectent son développement neuropsychologique. Le modèle de paysage agricole comprenant des exploitations plus grandes et moins nombreuses induit l'utilisation importante d'intrants de synthèse et contamine les milieux. On constate ainsi une déconnexion entre le mode de production et le fonctionnement naturel d'un écosystème. C'est pour cela qu'il faut tirer l'Europe vers le haut. Sur l'usage des pesticides, si l'Europe recule, nous aurons un problème. Nous ne devons pas laisser la non-surtransposition nous conduire à une culpabilité en matière de santé publique et de dégradation de la biodiversité. Harmoniser, oui, mais sans nous arrêter en chemin, car les dispositions actuelles sont insuffisantes et nous mettons le vivant en échec. Madame la Ministre, je connais votre engagement à réduire de 50% l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sans remettre en cause notre souveraineté alimentaire. Dans la recherche de solutions, ne pensez-vous pas qu'il faudrait donner la priorité aux modes de production à grand potentiel de résilience climatique et des solutions fondées sur la nature qui remettent le vivant au centre de tout ? Merci. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Madame la députée Villegrain. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je tiens tout d'abord, au nom du groupe Horizon et Apparenté, à vous remercier de votre présence afin de discuter ensemble d'un sujet qui nous concerne tous. En effet, nos agriculteurs attendent beaucoup des pouvoirs publics. La loi d'orientation agricole votée la semaine dernière par l'Assemblée et dont les travaux se poursuivent au Sénat est une première étape, mais les efforts doivent se poursuivre. Madame la Ministre, vous reveniez la semaine passée en Commission des Affaires économiques sur les objectifs du plan Écophyto 2030, notamment celui de réduire les usages et les risques de 50% de produits phytosanitaires avec des investissements conséquents qui n'ont pas d'équivalent ailleurs en Europe.
Nos agriculteurs se plaignent précisément, régulièrement, de la différence de réglementation entre les pays européens. Comment la France compte-t-elle au mieux protéger nos agriculteurs sur ce point afin de garantir leur égalité de traitement ? Vous parlez lors de cette intervention de l'investissement que la France souhaite mettre en place en ce qui concerne la recherche sur ce domaine. Lors des auditions conduites par la commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France, certaines personnes pointent du doigt l'importance d'inclure dans les travaux de recherche les grandes entreprises qui produisent ces produits. Madame la ministre, pensez-vous que le gouvernement, s'exposant peut-être au risque d'accusation de cogestion ou collusion, doive inclure de manière plus directe les départements de recherche de ces entreprises ? Enfin, je retiens de certaines de ces auditions la réception souvent positive à l'efficacité de certains produits de biocontrôle. La stratégie française autour des produits phytosanitaires conventionnels inclut-elle un volet de réflexion autour de ces produits, reconnus comme une alternative moins risquée pour la santé humaine, animale et environnementale ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à la députée Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors que le recours à l'utilisation des produits phytosanitaires ne cesse d'augmenter en France, croissance de 11,5% des parts du marché mondial selon la FAO, les impacts sur la santé humaine et sur l'environnement, la biodiversité, la qualité des sols, notamment agricoles, sont maintenant largement démontrés. Par là, le plan Éco-Phyto aurait pu être un levier dans la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais cet objectif semble compromis. En effet, vous avez choisi un changement d'indicateur d'utilisation des pesticides qui, tel que le dénonce une majeure partie des scientifiques et spécialistes, fait artificiellement baisser les chiffres. Nous dénonçons avec force cette régression. Cela alors que des alternatives existent et que des scénarios de planification écologique, comme par exemple le dernier de l'INRAE, démontrent qu'il est possible de produire à l'horizon 2050 sans pesticides. Et cela à l'échelle européenne. Dans une décision du 25 avril 2024, la Cour de justice européenne a estimé qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale doit être assuré et doit primer sur la protection de la productivité végétale. Chaque État membre doit étudier la toxicité d'un produit avant d'autoriser son utilisation. Or, les méta-analyses de l'INSERM et de l'INRAE-IFREMER concernant les effets des pesticides sur la santé et la biodiversité tendent à montrer des lacunes dans l'application de la réglementation. Un recours au Conseil d'État est d'ailleurs en cours à ce sujet. Aussi, dans un contexte où la pertinence de l'évaluation des produits avant leur autorisation est largement questionnée, comment comptez-vous garantir l'absence d'effets néfastes à court et à moyen terme dans des conditions normales d'utilisation des pesticides autorisés sur le territoire français ? Je vous remercie. Je vais juste vous signaler que je vais peut-être devoir quitter la commission avant la fin des travaux. Et si je ne peux entendre la réponse de Madame la Ministre, je m'informerai bien entendu de la réponse que vous donnerez. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES, la parole est à Édouard Bénard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Plusieurs plans visant à réduire l'usage des pesticides se sont succédés en France au cours des 10 dernières années. Ils n'ont pas permis de réduire la consommation de ces produits. Celle-ci a même augmenté, faisant de la France le premier consommateur européen et le 3e mondial. Le Grenelle de l'environnement avait fixé en 2008 l'objectif de diminuer de 50% la quantité de pesticides utilisés d'ici 2018. En 2015, nous nous sommes fixés à nouveau le même objectif de réduction de 50% de la quantité de pesticides utilisés en le repoussant à l'horizon 2025. Nouvel échec. Tous ces plans ont échoué faute d'être accompagnés d'une volonté politique. Il n'y a pas eu d'accélération de la transformation de notre modèle agricole, de plan de formation des agriculteurs et des conseillers techniques à la culture sans pesticides, et surtout aucune remise en cause de la logique de concurrence mondialisée, laquelle a été au contraire encouragée par la signature de traités de libre-échange. Alors dans ce contexte, que penser de la nouvelle stratégie gouvernementale pour 2030 ? Elle s'élabore sur le fond d'une campagne de dénigrement de l'ANSES et la remise en cause frontale de l'autorité de l'Agence française au profit de l'application des règles européennes moins contraignantes. Disons-le clairement, vous avez pris fait et cause pour la compétitivité économique de l'agriculteur conventionnel qui repose sur l'utilisation massive de pesticides. À nos yeux,
Favoriser les rendements agricoles du système agro-industriel dans une incessante course au volume est incompatible avec une action résolue contre les pesticides. Elle ne solutionnera pas non plus la crise agricole en sécurisant les revenus de nos agriculteurs. Alors, Monsieur le Président nous a invités tout à l'heure à être bref. Ma question sera simple. Il y a quelques jours, le 29 mai, dans une lettre ouverte aux responsables politiques européens, une dizaine de réseaux d'organismes de recherche européens a fait part de sa grave inquiétude à propos de la déréglementation précipitée des normes et réglementations européennes dans l'UE et l'opposition injustifiée au Green Deal. Les signataires fustigent en particulier le rejet du règlement sur l'usage durable des pesticides, l'affaiblissement des normes environnementales dans la PAC, l'arrêt de l'approbation de la loi sur la restauration de la nature, la proposition de la Commission pour des exemptions dans la directive sur les nitrates et l'abandon du projet de réglementation sur les systèmes alimentaires durables. Alors, quel sens peut-on dès lors avoir le parti pris qui est le vôtre de vous en remettre à la législation européenne pour la réussite de votre fameux plan Éco-Phyto 2030 ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord vous exprimez un sentiment personnel sur le ressenti des enjeux autour des glyphosates. Sincèrement, moi j'ai un profond respect pour le monde agricole. L'agriculture, en fin de compte, c'est toute notre ruralité, ce sont les valeurs de notre ruralité, le rapport au travail, le respect du travail, le bon sens paysan. L'agriculture, c'est aussi notre économie, bien sûr l'agroalimentaire. L'agriculture, c'est en fin de compte nos paysages, notre flore, notre faune. Pourtant, Madame la Ministre, j'ai quelquefois le sentiment que le monde agricole, acteur mais aussi victime en fin de compte de ces enjeux autour du glyphosate, observe une forme de déni à accepter les réalités scientifiques. Et c'est pourtant le prérequis à la recherche de solutions pour la santé du monde agricole, mais aussi bien sûr leurs familles et pour nous tous et pour la planète. Madame la Ministre, partagez-vous en fin de compte ce sentiment ? Comment allez-vous convaincre justement le monde agricole à s'engager plus dans la recherche et dans les transitions d'une façon générale ? Pourtant, Madame la Ministre, il existe d'autres méthodes de culture qui mériteraient peut-être plus d'investissement, plus d'accompagnement. Je déjeunais ce midi avec un agronome de ma circonscription, en retraite aujourd'hui, et qui s'engage dans une petite exploitation écologique, par engagement, par conviction, pour notre territoire et pour la planète aussi, bien sûr. Sa méthode de culture s'appuie sur l'agroforesterie intraparcellaire et des haies pour développer la biodiversité et les auxiliaires de culture. L'introduction systématique aussi de la luzerne dans les rotations, un couvert pour apporter l'azote naturel et garder en fin de compte une terre propre. Cet exploitant me dit que les efforts de recherche de l'INRAE, que l'accompagnement aussi, il me dit aussi que l'accompagnement des coopératives dont les équilibres économiques dépendent en fin de compte de l'appro est complètement insuffisant, que la réduction des aides bio est scandaleuse quelque part. Quelle est votre action, Madame la Ministre, pour avancer dans les transitions nécessaires pour le monde agricole, pour qu'il soit en fin de compte en phase avec ses valeurs ? Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour le groupe écologiste NUPES, la parole est au député Nicolas Thierry. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi de débuter cette intervention en rappelant que je suis élu du département de la Gironde, l'un des départements les plus gros consommateurs de pesticides. Fils et petit-fils de viticulteurs, je suis en première ligne depuis mon enfance face aux pesticides et à leur cohorte de malheur. Appelez-les, si vous le souhaitez, produits phytosanitaires, habiles contresens pour rassurer l'imaginaire collectif, mais vous n'effacerez jamais de mon esprit les matins de printemps où les viticulteurs, mes proches parfois, se glissaient dans ce que nous appelions, quand on était enfant, la combinaison de cosmonautes destinée à protéger les travailleurs de la terre de produits officiellement sans danger. Pas plus qu'on effacera de mon esprit les annonces de cancer de la prostate, une véritable épidémie, synonyme de fatalité. Comment effacer également de son esprit, au fil des années et des décennies, le silence assourdissant laissé par la disparition du chant des oiseaux. Un quart des oiseaux des champs ont tout simplement été anéantis en seulement 40 ans. Le chiffre est vertigineux, mais le sentiment de vide, l'anéantissement du foisonnement de vie dans certains territoires dans lesquels on a grandi, est lui d'une réalité implacable. Je vous livre cela pour vous exprimer, Madame la Ministre, à quel point, parfois, vos éléments de langage se percutent avec la réalité de celles et ceux qui sont aujourd'hui condamnés à vivre avec les conséquences de la civilisation des toxiques. Comment alors ne pas être indigné quand on comprend que les pesticides sont utilisés comme une variable d'ajustement politique pour gérer la colère d'une partie des agriculteurs ? Ils sont, Madame la Ministre, avant toute chose, les pesticides, un fléau
qui plonge des familles dans le deuil et qui emprisonne les agriculteurs et leurs familles ou des riverains dans l'inquiétude et l'angoisse. Comment alors ne pas être saisi par l'incompréhension quand vous décidez de changer l'indicateur de mesure des pesticides pour surtout ne plus voir? Vous allez me répondre que vous vous alignez sur un indicateur européen, mais vous oubliez systématiquement de préciser que ce nouvel indicateur est largement critiqué par le Conseil scientifique du plan Ecophyto. Ce dernier a publié une analyse accablante en mai dernier et démontre que cet indicateur ne reflète ni l'usage réel ni les risques des pesticides. Il est encore temps, Madame la Ministre, de changer d'avis. Merci. Merci aux orateurs des groupes pour leurs questions. Madame la Ministre, je vous laisse le soin de répondre à nos orateurs. Chers collègues, je vous propose de bien écouter les réponses de Madame la Ministre parce que nous avons 15 questions. Donc j'imagine que dans les questions que vous allez poser, il y a un certain nombre de réponses qui vont d'ores et déjà être apportées par Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Fugit, les premiers résultats du comité des solutions, c'est la mise en évidence d'écart entre la pharmacopée dont disposent les agriculteurs français et la pharmacopée dont disposent culture par culture des agriculteurs qui sont dans des pays, je dirais, au plus proche de la culture. Donc, exemple, on va regarder sur l'endive, par exemple, plutôt la Belgique, et sur la cerise, on ira regarder plutôt l'Italie ou l'Espagne, et on regarde de manière très clinique les produits auxquels les agriculteurs italiens, espagnols, belges ont accès. Cela met en évidence, et contrairement à l'idée reçue, que la France a en moyenne moins de produits disponibles, et pas pour des raisons réglementaires, puisque l'écart principal en matière de réglementation, vous le connaissez, c'est celui qui a été voté en 2015, c'est les néonicotinoïdes et assimilés. Ça, c'est un écart réglementaire, en tout cas juridique. Il se trouve qu'un certain nombre de produits ne disposent pas d'autorisation de mise sur le marché en France parce que l'industriel n'a pas fait le choix de déposer une autorisation de mise sur le marché en France ou n'a pas forcément précisé dans son autorisation de mise sur le marché une extension d'usage. Par exemple, vous avez, prendre un exemple qui n'est peut-être pas très précis, mais le haricot vert, et ça n'a pas été étendu au poireau. Donc, vous avez des écarts sur l'utilisation du produit. C'est ça l'essentiel des écarts. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce comité des solutions, parce que entre la vision juridique qu'on en avait, c'est-à-dire le seul problème, c'est les néonicotinoïdes et assimilés, et la vision de terrain, on voyait bien qu'il y avait un bruit différent qui justifiait de mettre cela en évidence. Sur cette base-là, que faisons-nous ? Ces produits sont classés par les spécialistes, les organisations professionnelles et les spécialistes des filières et les centres techniques en intérêt faible, moyen et fort. Première étape. Deuxième étape, nous regardons s'ils sont CMR1, CMR2 ou qu'ils ne présentent pas de risque particulier, voire qu'ils sont classés comme étant justement à faible risque. Et en croisant ces deux éléments, on va aller rechercher soit des extensions d'usage, soit des reconnaissances mutuelles sur les produits qui sont à la fois les moins impactants sur l'environnement et classés comme les plus intéressants par les filières dans la boîte à outils dont ils ont besoin. Et nous allons, avec l'ANSES, travailler et avec les industriels, puisqu'ils doivent déposer des dossiers, sur le dépôt de ces dossiers pour pouvoir obtenir des solutions pour nos agriculteurs. Deuxième élément, il est technique, mais je le précise. Nous avons aujourd'hui en France la possibilité de reconnaître des cultures mineures ou majeures. Et s'agissant des cultures mineures, les filières peuvent accompagner l'industriel et lui permettre de faire son dépôt d'AMM, puisque sur une culture mineure de quelques hectares, quelques milliers d'hectares parfois, eh bien, l'industriel va considérer que la taille du marché ne justifie pas de déposer une autorisation sur le marché et du coup de fournir tous les documents avec les frais d'étude inhérents à ce type de dépôt. Et donc, ce classement qui aura aussi été finalisé d'ici l'été nous permettront d'avoir des vrais leviers pour avancer. Encore une fois, hein, le comité des solutions, c'est l'INRAE, c'est l'ANSES, c'est les centres techniques, c'est les organisations professionnelles et c'est les filières. Donc on sort de la posture et on avance concrètement sur des solutions. Vous m'interrogez sur les moyens de recherche et développement du PARSADA. Nous avons
d'ores et déjà donc 146 millions d'euros avec une première étape d'appel à manifestation d'intérêt sur 14 programmes qui ont été déterminés par les filières comme étant d'intérêt essentiel, notamment le sujet des herbicides qui est transversal à toutes les cultures maraîchères. Et deuxième chose, nous sommes maintenant à la phase d'appel à projet qui va nous permettre de donner les financements d'ici l'été, après le travail du comité d'orientation scientifique du PARSADA. Donc nous avançons et nous allons continuer ce travail à la fois de repérer les sujets qui sont transversaux et importants pour répondre à des risques d'impasse du côté des filières et également pour faire monter des projets qu'on n'aurait pas nécessairement vus et faire en sorte qu'ils puissent également être pris en compte. Donc deux types d'approches. Vous m'interrogez sur le plan pour la Commission européenne. Ce plan, il vise en premier lieu à travailler sur une plus forte homogénéisation des autorisations sur le marché pour aller, et ça c'est un point que nous partageons avec l'ANSES, le cas échéant vers des autorisations uniques pour tout le marché européen, ce qui permettra d'avoir un oui qui est un oui partout, un non qui est un non partout. Nous avons une vision assez claire, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et qu'on n'ait pas des ambiguïtés avec des dérogations qu'utilisent certains pays et d'autres qui ne les utilisent pas, ce qui crée ces situations de concurrence déloyale. Deuxième élément, nous voudrions pousser la Commission européenne à regarder des projets d'investissement. Nous portons 1 milliard d'euros d'investissement. Nous pensons que si l'Allemagne, si les Pays-Bas, si l'Espagne, si l'Italie mettaient aussi des crédits dans la recherche et développement et s'appuyaient sur leurs centres de recherche et sur leur université, on trouverait plus vite. Et on trouverait du coup des solutions qui sont aussi à la taille d'un marché de 450 millions de citoyens et donc qui auraient plus d'intérêt à aller chercher ces solutions. Troisième élément, nous souhaitons qu'il y ait une procédure accélérée sur toutes les solutions de biocontrôle, de biostimulants, et que nous puissions également, sur les nouvelles techniques génomiques, avancer rapidement. Ce sont des solutions prometteuses qui, aujourd'hui, mettent 7 à 10 ans à arriver sur le marché. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas demander aux agriculteurs d'attendre des alternatives si les solutions n'arrivent pas sur le marché. Enfin, quatrième élément, nous avons confié à l'INRAE une mission. Vous avez mentionné l'indicateur, c'est un point qui a été largement débattu. On va être clair, l'indicateur NODU n'est utilisé par aucun autre pays européen. Donc, moi, je veux bien avoir raison contre tout le monde, mais à un moment, ça allume une petite lumière sur le thème. Nous détenons peut-être pas la vérité avec cet indicateur. Ça ne veut pas dire qu'il est inadmissible, mal fichu, etc. Ça veut dire que cet indicateur n'est pas utilisé par les autres États européens. L'indicateur FRI1, on en connaît les fragilités. Il est à la fois intéressant parce qu'il est 100% européen, pratiqué par tout le monde, avec des données depuis 2018. Il permet également, ce qui est un point positif, de prendre en compte la nocivité des produits. Il a en revanche, dans sa construction, des facteurs qui, je dirais, permettent de prendre en compte la nocivité des produits, dont la piste d'audit de construction scientifique mériterait d'être fortifiée. Et donc, nous avons confié à l'INRAE une mission, pas toute seule, parce qu'encore une fois, avoir raison contre les 26 autres, ça ne nous paraît pas être une façon de procéder efficace, mais avec ces instituts frères, puisque l'INRAE travaille aussi avec un réseau d'instituts européens, pour travailler sur des améliorations de l'indicateur qui pourraient trouver leur place dans un texte européen. Voilà très rapidement les pistes pour la Commission européenne. Monsieur Barthès, la stratégie Ecophyto a été travaillée avec les agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles, les centres techniques. Elle est donc évidemment partagée avec eux. Vous noterez d'ailleurs que, je dirais, de manière... Moi, je constate que c'est ce qui a été fait et j'ai personnellement fait des réunions de 2 heures, ligne à ligne, page à page, avec les organisations en question. Donc, je ne peux pas entendre des contre-vérités. Par ailleurs, vous mentionnez les Pays-Bas comme comparables par rapport à l'utilisation des phytosanitaires. Je voudrais juste dire que la France est dans la moyenne en matière d'utilisation des phytosanitaires à l'hectare. Et en fait, ce chiffre, il faut faire attention parce que ça dépend de votre mix de production. Vous avez des
productions qui consomment plus, des productions qui consomment moins. Donc si vous comparez des choux et des carottes, vous risquez d'arriver à des conclusions qui sont erronées d'un point de vue scientifique. Je pourrais vous prendre la Roumanie, qui est à moins de une tonne, je crois, par hectare, kilo par hectare. Donc on est très loin, et ça ne veut pas dire forcément que, en fait, il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives. Nous, ce qu'on regarde, c'est, en comparant des cultures équivalentes, les produits qui sont autorisés et la manière dont ils sont utilisés. Et par rapport à ça, on regarde aussi une deuxième chose, et ça répond aussi à Monsieur Thierry. Vous avez 4 enjeux autour des phytosanitaires. Vous avez un enjeu de santé de l'agriculteur et du voisinage au moment de l'application. Cet enjeu, il est géré par des pratiques d'application. Et effectivement, en 30 ans, fort heureusement, on a fait des progrès par rapport à ce qui était pratiqué il y a 30 ans. Et d'ailleurs, le plan Ecophyto prévoit aussi une dimension de prise en compte de maladies professionnelles liées aux phytosanitaires et de reconnaissance aussi de l'impact que ça peut avoir sur des pathologies de personnes vivant au voisinage. Deuxième élément, vous avez un impact sous forme de pollution des terres et donc de fragilisation du potentiel de biodiversité globale liée à une pollution qui peut être permanente, par exemple, suivant la nature des produits, ou ponctuelle, ou qui peut avoir un impact sur la faune, sur la flore, ou sur l'eau. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui donne lieu justement à des politiques, là aussi, de minimisation de cet impact et de protection des captages d'eau. Troisième élément, c'est la protection de la santé du consommateur. Le consommateur peut être amené à manger des productions qui ont bénéficié de phytosanitaires, mais qui, en réalité, n'ont pas de résidus. Dans ce cas-là, il est protégé. Si, en revanche, il est amené à manger des productions avec des résidus, la question de la santé se pose, et c'est à ce moment-là que la question de l'entrée de marchandises avec des résidus doit être regardée, et qu'on doit poser des limites de résidus, s'assurer qu'elles sont appliquées, et prendre des clauses de sauvegarde et des clauses miroirs en tant que de besoin pour protéger la santé des consommateurs. Et c'est comme ça que nous allons et nous voulons avancer au niveau européen. Alors, vous dites que vous ne faites pas la chasse aux produits phytosanitaires, mais j'avoue que la stratégie ou la vision politique que porte le Rassemblement national est un peu confuse, puisque votre présidente de groupe exprimait en 2017 son souhait, tout à fait, je vous donnerai les citations, c'est écrit, son souhait de sortir immédiatement du glyphosate et des néonicotinoïdes. Elle accusait même Monsanto d'être une entreprise qui assassine les gens. Ou meurtrière, je n'ai plus le terme exact en tête. Et aujourd'hui, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tous les phytosanitaires sont bienvenus. Donc pardonnez-moi de, je dirais, m'interroger sur le caractère étayé de vos positions et en tout cas sur vos sincérités successives. Madame Standbar-Ternoir, vous m'interrogez sur le fait que depuis 2018, il faut prendre en compte le caractère potentiel de perturbateurs endocriniens des phytosanitaires dans les autorisations qui sont remises par les États. Eh bien, alors d'abord, premier point, tous les phytosanitaires ne sont pas des perturbateurs endocriniens, heureusement. Et deuxième point, l'ANSES le fait depuis 2018. Et c'est d'ailleurs un des sujets. C'est-à-dire que dans certains avis, on peut s'interroger, je dirais dans d'autres pays, sur la bonne prise en compte de cet élément de perturbateur endocrinien. Dans les réponses que nous avons faites sur l'acétamipride, nous interrogeons l'EFSA sur la bonne prise en compte de la dimension de perturbateur endocrinien, puisque dans l'ensemble de la vie, nous n'avons pas forcément vu des éléments très précis sur cet élément-là. Et donc, nous reposons la question pour savoir si ça a bien été couvert par l'EFSA, nous n'en doutons pas, mais c'est encore mieux d'en discuter. Sur la question d'Agonis. Alors là, j'ai ma petite fiche parce que c'est un petit peu précis comme question. Donc, la Commission n'a pas encore mis à l'ordre du jour la décision sur le produit. La décision devra être prise au regard de toutes les études et l'ANSES, pour sa part, étudie déjà la façon de mettre en application l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, elle est déjà sur le sujet. Je pense que personne ne doutera autour de ces tables du sérieux du travail de l'ANSES.
Monsieur Maquet, Monsieur Maquet, monsieur le député Maquet, vous mentionnez effectivement la question de, le retour de la Cour des comptes sur les échecs des 2 plans précédents, hein, ceux qui ont été portés sous le gouvernement Sarkozy, enfin sous la présidence Sarkozy, et celui qui a été porté sous la présidence Hollande. Je crois qu'il y a eu une mission d'ailleurs assez profonde qui a fait des propositions pour tirer les enseignements de ces échecs. Et d'ailleurs, je le mentionnais dans mon propos introductif, nous avons repris 18 des 26 propositions de la Commission, et certaines de ces propositions, ce n'est pas qu'elles ne sont pas reprises, c'est qu'elles sont étudiées par ailleurs. Je me parlais du Conseil stratégique phyto, ça fera l'objet d'un projet de loi. Donc tout est bien périmétré. Et encore une fois, je redis la qualité de ce travail et la qualité des travaux des parlementaires. Oui, la France n'est pas l'échelle pertinente, vous avez raison, parce qu'on l'a montré à plusieurs reprises. C'est plus efficace de travailler sur un marché de 450 millions de citoyens, parce que ça permet d'investir plus d'argent pour avoir plus d'effets plus rapidement. Ça permet d'avoir de la concurrence loyale et donc de ne pas mettre en difficulté ceux qui s'engagent dans ces efforts de trouver des itinéraires techniques alternatifs par rapport à ceux qui restent sur des itinéraires techniques plus classiques. Et donc c'est pour ça que nous voulons aller vers une plus grande homogénéité, d'une certaine manière vers plus d'Europe. Mais évidemment, je suis un peu taquine. Sur l'ANSES, en revanche, nous souhaitons au niveau européen, autant que possible, avoir des autorisations qui soient uniques et européennes. Je ne pense pas qu'il faudrait privilégier un système international. Je vous donne un exemple. Le riz que nous importons depuis l'Inde et le Pakistan est produit à partir de 31 produits phytosanitaires. Sur ces 31 produits ou molécules phytosanitaires, 18 sont interdites en Europe. 18. Et évidemment, sur les 18, un certain nombre laissent des résidus. Voilà. Et c'est donc là où il faut avoir une approche comparative. L'approche comparative, c'est regarder ce que nous, on sait faire avec moins de molécules sans laisser de résidus pour la santé des Français et faire en sorte, dans cette approche comparative, qu'on ait toujours la meilleure solution, ça répond aussi, la meilleure solution possible par rapport à ce qui existe et que l'on incite à aller vers la meilleure solution possible en réduisant les risques. Et donc, ce n'est pas blanc et noir, mais c'est de l'amélioration continue avec des incitations permanentes à aller vers cette amélioration continue et la notion de dérisking des projets. Vous l'avez dit, c'est très juste. Pour accompagner les agriculteurs, il faut dérisquer leurs projets. Nous allons ouvrir mi-juin 90 millions d'euros de financement précisément dans cette optique-là, c'est-à-dire accompagner des nouveaux itinéraires techniques, alors qui vont reposer sur de la semence, sur de la sélection variétale, sur tout un ensemble de solutions. Mais parfois, ça prend plusieurs années, parce que la semence, ça peut être 3, 4, 5, 6, parfois 7 ans de culture qui se... Voilà. Et il faut derrière dérisquer, parce que si les rendements baissent brutalement et que de l'autre côté, les coûts ne sont pas si peu faible que ça, et ben on se retrouve dans une impasse. Et là, l'agriculteur n'arrive plus à vivre de son revenu. Donc, c'est ces projets-là que nous souhaitons financer avec ces 90 millions d'euros, ce dispositif PRAM. Et donc, oui, le nouveau plan Écophyto vise à être à la hauteur des enjeux. Je peux vous le confirmer. Monsieur le député Hott, vous avez raison de mentionner l'effondrement de la biodiversité. Et un des enjeux du plan Écophyto 2030, c'est de bien faire le lien et d'améliorer notre connaissance sur les impacts des phytosanitaires sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution, en tout cas la santé des sols, et de savoir ce qui a vraiment de l'impact par rapport à ce qui a moins d'impact. De même qu'avoir un meilleur suivi des pollinisateurs. Parce qu'au fond, l'enjeu, c'est d'avoir des pollinisateurs. Et c'est plutôt d'aller vers des logiques de résultats que vers des logiques où nous allons expliquer à un agriculteur qui est dans son champ depuis des années, qui le connaît un tout petit peu et qui connaît la culture, comment il faut faire les choses. Donc, il faut l'inciter à changer ses pratiques, mais il faut également lui faire confiance, puisqu'il arrive qu'il soit quand même plus sachant qu'un certain nombre de personnes qui peuvent, de manière centralisée, prendre des décisions qui ne sont pas applicables à toutes les conditions pédoclimatiques françaises. Et c'est cet équilibre que l'on recherche. Vous avez raison de mentionner les solutions fondées sur la nature. Aujourd'hui, la science tente à montrer que ces solutions sont plutôt plus,
héroïste, et ça va peut-être vous choquer d'utiliser ces deux termes dans la même phrase, mais elles ont un retour sur investissement supérieur à pas mal de solutions qui empruntent d'autres chemins. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un produit est de synthèse qu'il est plus impactant qu'un produit qui n'est pas de synthèse. On a dans l'agriculture bio, par exemple, un produit qui s'appelle le spinosade, sur lequel nous travaillons pour trouver des solutions, parce que c'est un perturbateur endocrinien qui est probablement plus impactant que ses équivalents d'agriculture conventionnelle. Donc, la vérité scientifique mérite en fait qu'on regarde cliniquement chaque situation et qu'on fasse le point dessus. Et c'est un des sujets qu'on regarde dans le comité des solutions de la même manière. Madame la députée Villegrain, sur les différences de réglementation entre pays européens, c'est le comité des solutions. C'est-à-dire, ce n'est pas la réglementation, c'est aussi les stratégies des firmes qui expliquent ces écarts. Et c'est aussi à nous de voir comment on peut travailler pour resserrer ces écarts, même si on n'a pas forcément vocation à autoriser des produits qui sont déjà CMR2. Parce que c'est un investissement qui ne me paraît pas le bon en termes de rapport, on va dire, environnement, enfin bénéfice-risque. Donc, essayons d'aller vers les produits les plus intéressants et ceux dont on pense qu'ils ont l'impact environnemental le plus réduit. Inclure dans les travaux de recherche les départements des entreprises, c'est le cas. Hein, le comité d'orientation scientifique, il a aussi la représentation des industriels. Et c'est normal, on met tout le monde autour de la table. Il n'y a pas les bons points, les mauvais points, il n'y a pas les gentilles start-up et les méchantes grandes firmes. Il y a des gens qui cherchent et qui trouvent. Et s'ils trouvent des solutions dont il est prouvé que leur impact environnemental est réduit et dont l'efficacité est forte, on les prend. Voilà. Et je pense que c'est là aussi cette approche clinique et froide qui va nous permettre d'avancer. Et sur le biocontrôle, oui, nous avons déjà, et l'ANSES l'a mis en place, et je les remercie, un dispositif de fast-track, d'accélération pour instruire le biocontrôle, mais il n'existe pas au niveau européen. Et c'est ça qu'on veut porter. Ça figurait dans la directive sur le retrait de la directive sur le fait que ça n'y figure plus. Nous souhaitons que cet élément-là soit repris très rapidement par la Commission européenne. C'est un vrai objet de progrès. Pareil pour la biostimulation d'ailleurs. Madame la députée Jourdan, alors, je ne partage pas votre analyse sur l'utilisation des phytosanitaires augmentée parce que ce n'est pas ce que disent les chiffres. Je rappelle que le NODU CMR1 a baissé de 95% et que le NODU CMR2 a baissé de 36% depuis 2015. Ça, ce sont les chiffres. Et donc, je pense que c'est important qu'on se le dise. Alors, oui, la France a accès en nombre de molécules ou de produits à un nombre assez important et qui le classe plutôt dans les premiers produits, les premiers États européens, mais pour une raison assez simple, c'est qu'elle a toutes les cultures. Vous n'avez pas de produits contre les cerises en Belgique ou en Suède. Voilà, donc forcément, nous, on a et des cultures du Nord, et des cultures du Centre, et des cultures du Sud dans notre pays, ce qui fait qu'à la fin, quand on additionne tous les produits, on en a un peu plus de 500. Mais en fait, quand on regarde culture par culture, on en a plutôt moins que les autres. Et comment garantir l'absence d'effets néfastes? C'est le travail que nous faisons pour tenir compte de l'impact et classer les molécules CMR1, CMR2 et faire en sorte que, s'agissant des molécules CMR2, c'est-à-dire celles dont la nocivité n'est pas acquises mais qui font l'objet d'une sorte de vigilance ou de surveillance, nous travaillons déjà par anticipation à chercher des solutions et que nous n'attendons pas que ces molécules soient reconnues comme éminemment dangereuses. Il faut effectivement aussi être attentif à l'impact de ces molécules. Celles qui sont permanentes posent plus de problèmes que celles qui ne le sont pas, puisqu'on peut être amené à les retrouver. Vous savez que dans la pollution des points de captage, on retrouve des pollutions qui sont anciennes, enfin qui sont basées sur des métabolites de produits interdits depuis plus de 30 ans. Donc la permanence est bien un sujet. Et c'est pour ça que là aussi, il faut faut prendre des visions différentes selon les produits. Monsieur Bénard. Oui, Monsieur Bénard, nous nous engageons à nourrir notre population et à ne pas abandonner les 800 millions d'humains qui ne mangent pas à leur faim. Et donc, nous assumons qu'il faut produire, que la France est un pays producteur. Aujourd'hui, 800 millions d'humains ne mangent pas à leur faim. Et avec le dérèglement climatique, il est assez clair
que ces 800 millions d'euros pourraient augmenter. Alors on peut travailler sur le gaspillage, on peut travailler sur le froid, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire en sorte qu'ils aient accès à une alimentation. Mais nous avons un rôle aussi de nourrir nos populations et de sécuriser l'alimentation, et c'est ce que nous faisons et que nous revendiquons dans la loi d'orientation agricole. Sur le pacte vert, je suis très à l'aise, c'est moi qui l'ai porté en présidence française. J'étais présidente du Conseil des ministres de l'Environnement et présidente du Conseil des ministres de l'Énergie qui a obtenu la décision globale sur le pacte vert. Donc je pense que la qualité de l'engagement du gouvernement et de mon ministère en particulier peut difficilement être remise en cause. Je rappellerai aussi que beaucoup ont parlé sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, d'autres l'ont fait, moins 5,8% l'année dernière. Donc c'est pour montrer aussi qu'on n'a pas attendu pour avoir des ambitions et surtout avoir des résultats. Et c'est ça qui compte pour les Français, ce sont les résultats. Monsieur Bricout, alors vous mentionnez le sujet du glyphosate. D'abord, je veux vous rassurer, l'utilisation du glyphosate a baissé de 27%. Les achats, les quantités de vente, quantités de vente du glyphosate ont baissé de 37%. Nous sommes sur une dimension, là aussi, une approche comparative, c'est-à-dire là où il y a des alternatives, où la capacité à se passer du glyphosate, on interdit. Là où on n'a pas encore de solution avérée, on continue à chercher. Et c'est notamment le sujet des herbicides qui est un des gros morceaux du PARSADA, avec un projet transversal pour aller vers de l'agriculture de précision et vers d'autres formes de phyto. Mais en fait, l'agriculture de précision, c'est-à-dire comment on va couper toutes ces herbes qui empêchent les cultures qu'on souhaite faire grandir fonctionnent, est un des grands enjeux du PARSADA et on le fait porter notamment par le CTIFL. Sur la bio, je rappelle que le ministre Fesneau a annoncé un plan de plus de 90 millions d'euros pour soutenir l'agriculture biologique. Donc ça fait bien partie de notre agenda de soutenir l'agriculture biologique. Je suis complètement au courant des attentes des agriculteurs sur le paiement d'un certain nombre de leurs aides. On sait que c'est en cours, qu'il faut qu'on accélère, qu'on doit balayer devant notre porte. Je le dis avec beaucoup de simplicité. Et voilà. Et si on peut accompagner en trésorerie sur ces sujets-là, je pense qu'il faut le faire. Monsieur Thierry, merci pour votre témoignage de fils d'agriculteur, si j'ai bien compris. Les pesticides, comme vous le savez, c'est ce qui tue la peste. Donc il ne faut pas renverser les termes. Pesticides, c'est ce qui tue la peste. Ce sont donc les herbicides, ce qui tue les herbes, les fongicides, ce qui tue les champignons, et les insecticides, ce qui tue les ravageurs. Ce n'est pas la peste elle-même. Et je pense qu'il faut faire attention. Et si j'utilise le terme de phytosanitaire, c'est parce que c'est la réalité. Ce sont les médicaments des plantes. Mais je peux vous dire que dans le médicament humain, on ne s'amuse pas à prescrire de l'antibiotique partout parce qu'on a un risque de résistance aux antibiotiques. Et qu'on sait que dans les eaux de captage, on retrouve du médicament humain. Et que donc, c'est un sujet aussi de sobriété. Donc oui, ce sont des phytosanitaires. C'est les termes scientifiques. On peut le vouloir ou pas le vouloir, mais à un moment, il ne faut pas tomber dans la caricature. S'agissant du NODU, ce n'est pas le Conseil scientifique Ecophyto qui a rendu l'avis que vous mentionnez. Je me permets de le signaler. Et encore une fois, je suis la première à dire que l'indicateur IFR1, il a pas que des avantages et qui doit être amélioré. Je lance même une mission scientifique pour ce faire, de l'INRAE. Mais là où je ne peux pas vous suivre, c'est que lorsque nous avons porté l'indicateur NODU dans la négociation sûre, eh bien, les autres pays européens n'ont pas trouvé que c'était l'alpha et l'oméga des indicateurs qu'il fallait retenir. Et que, finalement, faire preuve d'un peu de modestie en la matière, c'est pas si mal. Madame la ministre, merci pour les éléments apportés. Nous en venons aux questions. Question d'une minute de Jean-Yves Boni. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, l'une des grandes injustices subies par nos agriculteurs vient des produits importés qui ne respectent pas les normes auxquelles eux-mêmes sont pourtant confrontés. Il s'agit là d'une forme de concurrence déloyale, insupportable à nos yeux, surtout quand il s'agit de dérogations accordées à des pays européens qui sont nos principaux concurrents. Pourtant, l'article 44 de la loi Egalim visait à interdire la vente, mais pas l'importation de produits agricoles qui ne sont pas autorisés à la production ou à la vente en France.
Mais nos paysans, malheureusement, voient toujours arriver des produits importés censés être interdits. Soutenez-vous la proposition de notre groupe de faire enfin interdire explicitement ces importations par l'inclusion de clauses miroirs assorties de véritables sanctions? Nos partenaires de l'Union sont-ils prêts à inscrire ces règles dans le droit européen? Merci. Merci. La parole est à Emmanuel Bléry. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, on va avoir un problème quand même parce que vous ne répondez pas aux questions des parlementaires, ni pendant les QAG, ni pendant les commissions. Je vais donc réitérer ma question, celle que j'ai posée au dernier QAG, en tout cas mardi dernier. D'ailleurs, je me félicite de voir que le gouvernement suit les parlementaires dans ses déplacements, puisque vous êtes déplacé à Arras le jeudi 16 mai au siège de l'Association des producteurs d'endives. Vous avez constaté l'absence d'alternatives pour nos producteurs, nos paysans, au nombre de 300, vous le savez, implantés en Artois, en Flandre notamment. Et en Picardie, pour ne pas oublier la Picardie. J'ai envie de vraiment de vous entendre sur cette réponse, parce que moi, depuis mardi dernier, ils reviennent tous vers moi en me disant « mais la ministre n'a pas répondu ». Donc moi, je vous repose la question, votre plan, c'est bien, les comités auto-odules, c'est bien, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, mais là, il y a urgence. 3 produits vont être supprimés pour nos producteurs d'endives entre donc mai 2024 et novembre 2025. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de leur avenir? Merci. La parole est à Annick Cousin. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, votre plan Éco-Phyto vise à réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires et les risques associés d'ici l'année 2030. La réduction de ces produits, qui permet d'assurer la qualité des récoltes et de limiter les risques de perte de rendement, nuira à la capacité de production des filières et ne sera pas supportable pour les agriculteurs sans solution équivalente et économiquement viable pour eux. Dans le même temps, j'oserais dire, les agriculteurs français sont confrontés à la surtransposition de la réglementation européenne et aux distorsions de concurrence avec les produits agricoles importés. En relançant ce plan, vous garantissez ainsi la mort de l'agriculture française et l'effondrement de sa production pourtant de qualité. Toujours est-il que tous les pesticides ne se valent pas. L'utilisation des pesticides les plus nocifs et les plus dangereux a quasiment disparu ces 15 dernières années en France, et la multiplication des comités et plans paniques ne suffiront pas pour satisfaire les attentes des agriculteurs. Ma question, Madame la Ministre, est la suivante. Face aux défis posée par la diminution de la production agricole, conséquence directe de ce plan, et donc face à la précarité des agriculteurs français, quelle réponse concrète et durable comptez-vous y apporter? Merci. Je vous rappelle que c'est des questions d'1 minute, chers collègues, s'il vous plaît. La parole est à Christophe Barthès. J'aimerais avoir une réponse si c'était possible. Donc, j'aimerais attirer votre intérêt sur l'axe 1 à propos de l'adoption des mesures miroirs pour stopper la concurrence déloyale des producteurs hors Union européenne. Vos solutions sont les possibilités de restriction de l'OMC pour protéger la santé, l'environnement ou la moralité publique. Ensuite, vous comptez encore sur le nouvel article 44 de la loi Egalim qui, nous le savons, était déjà peu respecté. Et enfin, pour éviter les distorsions de concurrence, vous comptez sur les demandes d'examen de limites maximales des résidus et les tolérances d'importation des produits phytopharmaceutiques. Vu le temps de mise en place de la dernière solution et la non-efficacité prouvée des 2 précédentes, je souhaiterais vous demander pourquoi l'efficacité de vos mesures devait être différente cette fois-ci, ou bien avez-vous d'autres mesures concrètes à nous présenter pour protéger la France contre les concurrences déloyales extra-européennes? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la députée Pochon. Merci, Madame la Ministre. En janvier 2023, le ministre Fesneau déclarait à propos de la politique agricole qu'il entendait mener, ce sera aussi une méthode reposant sur la science et la raison, pas l'émotion, le simplisme ou le complotisme. La science et la raison, nous les avons cherchées quand vous avez décidé de contourner l'avis du Conseil scientifique et technique d'Écophyto, qui préconisait exactement l'inverse de ce que vous faites du plan Écophyto. Par simplisme et démagogie, et pour quelques points dans les sondages, drôle de méthode, vous changez d'indicateur afin de faire baisser les chiffres artificiellement, et votre pas d'interdiction sans solution nie tout simplement les raisons de ces interdictions. Santé humaine, protection de la biodiversité, sûreté de l'alimentation, de notre eau potable. Balayant au passage aussi les coûts pour les contribuables. La Cour des comptes estime que votre méthode est 2,5 fois plus coûteuse au mètre cube traité que la prévention. On parle de 54 à 91 milliards d'euros de coûts annuels de traitement des flux annuels d'azote et de pesticides. Jusqu'à 742 milliards pour la dépollution des nitrates en eau souterraine, 105 milliards pour les pesticides. Madame la Ministre, 847 milliards d'euros au total de votre mépris de la science. Est-ce que ça ne ferait pas un peu cher la méthode? Je vous remercie.
Merci. La parole est à Madame Lisa Bellouko. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, vous nous avez proposé d'adopter une approche clinique et froide, ce sont vos mots, sur la question des pesticides. Et moi, je voudrais dire aussi sur la question de la soi-disant surtransposition agricole. Je sais que vous êtes parfois à l'aise avec les fake news ou la post-vérité, comme certains aiment à le dire, mais il nous semble important, à nous les écologistes, de rappeler quelques faits. Sur les 343 substances actives autorisées par l'EFSA, 283 sont autorisées en France, quand l'Allemagne en autorise 262 et la Pologne en autorise 265. En réalité, la France est même l'un des pays autorisant la commercialisation du plus grand nombre de substances actives en Europe, seulement derrière l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Et si la France est quelques rares fois précautionneuse, comme avec le glyphosate dont les utilisations sont un peu restreintes, en ce qui concerne l'utilisation des pesticides sur tout ce qui concerne la protection des personnes et des zones vulnérables, la France a sous-transposé et a même été condamnée pour cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Benoît Grimont-Prez. Bref, la surtransposition n'existe pas. Quand arrêterez-vous de prendre les agriculteurs pour des idiots en agitant devant elles et eux de faux prétextes pour ne pas agir sur leur principal problème, leurs revenus? Merci. La parole est à Jean-Luc Fugit. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai deux questions complémentaires de nature très différente. Je vais essayer de les poser rapidement. Première question, l'application actuelle de la séparation de la vente et du conseil des produits phytosanitaires, elle présente de nombreuses limites, notamment une en lien assez fort avec les élections des chambres d'agriculture, donc prévues en janvier prochain. En effet, ces dernières rencontrent des difficultés pour trouver des administrateurs, l'indépendance des instances de gouvernance pour les personnes siégeant dans une instance de gouvernance d'un distributeur et dans une instance de gouvernance d'un établissement public, d'une association ou d'une coopérative agréée pour le conseil est très limitante pour trouver des profils. Donc, au regard de la proximité des élections des chambres, avez-vous prévu de lever cette condition d'indépendance? Si oui, de quelle manière? Et comme il me reste 20 secondes, une deuxième question, si vous pouviez éventuellement donner votre vision de cette commission, de la proposition de loi que je porte avec le député Pascal Lavergne et que nous présenterons en commission des affaires économiques la semaine prochaine pour autoriser donc l'utilisation de nouvelles technologies telles que les drones pour limiter donc la pénibilité du travail d'épandage de produits phytosanitaires et aussi mieux maîtriser les quantités, je dis bien à la fois environnementale et sociale. Nous serions ravis de vous entendre devant cette commission sur ce sujet précis. Merci. Merci. La parole est à Nathalie Bassir. Et juste 30 secondes. Il y a encore un micro. Juste, s'il vous plaît, Monsieur Padet, votre micro est allumé. Si vous voulez juste l'éteindre. Super. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, suite à l'inquiétude d'agriculteurs qui m'ont appelé hier et ce matin, je vous parlerai de nos cultures d'ananas Victoria à La Réunion, emblématiques de notre agriculture locale, qui sont gravement menacées. Les jeunes plants d'ananas, dès leur sortie, sont attaqués par des cochenilles et par des fourmis qui dévorent leurs racines, tuant les plantes avant même qu'elles ne puissent produire des fruits viables. En 2023, cette infestation a causé la perte de 40 à 50 tonnes d'ananas. Un planteur a même indiqué qu'il pourrait réduire son exploitation de 3,5 hectares à 1 hectare si aucune solution n'est trouvée rapidement. Le problème est aggravé par le retrait de produits phytosanitaires efficaces et qui ne sont plus homologués ou qui ne seront plus disponibles d'ici peu. Les agriculteurs se retrouvent sans alternative pour protéger leur culture, ce qui pourrait entraîner la disparition de l'ananas Victoria dans un futur proche. Bien qu'ils comprennent la nécessité de réduire l'usage des produits phytosanitaires, il est crucial de disposer de solutions alternatives afin d'interdire ces produits. Madame la Ministre, quelles mesures urgentes votre ministère prévoit-il pour lutter contre les fourmis qui menacent les cultures d'ananas Victoria, mais également celles de la pomme de terre et pour aider les agriculteurs à trouver des alternatives efficaces aux produits phytosanitaires récemment retirés du marché? Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicolas Dragon. Oui, merci Monsieur le Président Zulesi, Madame la Ministre déléguée à l'Agriculture. Ma question porte sur la jaunisse qui touche nos betteraviers dans mon département de l'Aisne notamment, qui est un des premiers producteurs. Depuis une décision imprévue et ambiguë de la Cour de justice européenne, les betteraviers français ne peuvent plus avoir recours aux néonicotinoïdes pour lutter contre la jaunisse. Face à cette situation, votre gouvernement a mis en place un dispositif d'indemnisation d'aide aux planteurs. Ainsi, malgré une belle année 2023, votre ministère a reçu près de 300 dossiers d'indemnisation de betteraviers français lourdement impactés par la jaunisse. Il y a quelques semaines, vous annonciez aussi une dérogation de 120 jours afin que les betteraviers puissent procéder à un troisième traitement de Movento. Or, ces mesures ne remportent pas une grande adhésion dans la profession. Tout d'abord, car les producteurs souhaitent vivre de leur travail et non d'indemnisation.
Ensuite, car l'autorisation de mise sur le marché du principe actif du Movento n'a pas été renouvelée en 2024. La solution ne serait-elle pas dans la fin de la surtransposition et dans la réautorisation de molécules déjà autorisées au niveau européen et que l'EFSA ne juge pas nécessaire d'interdire cela en attendant l'aboutissement des recherches du plan national de recherche et d'innovation consolidé. Là, ma question, elle est là. La stratégie Ecophyto 2030 dit se placer dans le respect du principe pas d'interdiction sans solution. Je souhaite donc connaître votre solution. Merci, Madame la Ministre. Merci. Et Madame Pochon, ne vous inquiétez pas, je laisse beaucoup de temps aux collègues, bien après 1 minute, quels que soient les groupes politiques. La parole est à Pascal Boyer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. La profession agricole attendait depuis de nombreuses années qu'un gouvernement se préoccupe de ce sujet. Les arboriculteurs des Hautes-Alpes sont en attente car ils craignent de se retrouver démunis face à des interdictions européennes de matières actives qui les laisseraient sans solution, alors que dans d'autres pays européens, des matières actives alternatives sont autorisées. Je reviens sur vos propos qui concernaient l'interdiction des néonicotinoïdes. Les arboriculteurs utilisent pour lutter contre le puceron cendré le spirotétramate, dont le nom commercial est le Movento, qui sera interdit en 2025 parce que classé néonicotinoïde et qui peut être remplacé par le flupiradifurone ou Sivento ou en 2020 par décret. Nous nous trouvons face à une interdiction qui a des solutions au niveau de la réglementation européenne. Il faut prendre le problème par le commencement. Si la France n'autorise pas l'utilisation, les industriels ne se lanceront pas dans les demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'ANSES. Nous espérons que les travaux du comité des solutions apporteront une réponse. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Louis Bricou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc sur l'accompagnement des collectivités territoriales, le gouvernement consacrera en 2024 une enveloppe au titre de l'Ecophyto de 20 millions d'euros pour accompagner les collectivités forcées à se doter d'unités de traitement de l'eau du fait des pollutions par les pesticides et leurs métabolites. En réalité, c'est 260 à 360 millions d'euros par an dépensés par les collectivités pour potabiliser l'eau, la situation ne va pas en s'améliorant. Quel espoir pour que les crédits augmentent, tout simplement. Vous avez aussi mentionné le renforcement des projets alimentaires territoriaux et l'accompagnement des collectivités vers des démarches labellisées de réduction des intrants. Concrètement, comment cela va-t-il se traduire? Et pour finir, sur les indicateurs, comment allez-vous faire pour permettre un suivi de l'utilisation des pesticides dans la durée en changeant d'indicateur en cours de route? Merci. Merci. La parole est à Jean-Pierre Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la recherche de solutions alternatives est un levier essentiel pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. L'agronomie, mais aussi la technologie, peuvent à la fois favoriser des techniques de production propres et alléger, vous le savez, le travail des agriculteurs. Quelle part des 146 millions d'euros consacrés à la recherche d'alternatives seront consacrés aux nouvelles techniques génétiques, les NGT, et quelle part des 50 millions dédiés au changement de pratique iront à l'aide à la diffusion de ces techniques? Je vous remercie. Ça, c'est simple, efficace. Vous êtes le bienvenu. La parole est à Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en ayant entendu les questions des collègues, j'insisterai simplement sur 2 points. Le premier, par rapport à tout ce qui est prévu dans ce plan Ecophyto 2030, quel impact sur les clauses miroirs qu'on doit imposer aux pays avec lesquels nous commerçons dans un contexte de balance commerciale très déficitaire et qui est plutôt en recul sur le plan agricole, malheureusement. Et puis la deuxième, avec un objectif de réduction de moitié dans même plus 6 ans de l'usage des produits phytosanitaires, comme vient de le dire mon collègue Jean-Pierre Vigier. Est-ce que vous mesurez bien que les moyens qui sont consacrés à la recherche spécifiquement sur les alternatives sont insuffisants? Et ce que disent les agriculteurs lorsqu'ils expriment leur colère, c'est on veut bien avancer. Ils ont déjà énormément avancé par eux-mêmes sur la question des produits phytosanitaires, mais ils veulent avancer au fur et à mesure que les alternatives techniques, technologiques, scientifiques sont présentes et qu'ils ont la possibilité de les mettre en œuvre. Merci. La parole est à Sylvie Ferrer. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre, le taux de mortalité Monsieur le Président, ça ira très bien. Qu'est-ce que j'ai dit?
Oh, excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Oui, je... Donc, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre. On recommence à zéro, regardez, on remet oui. Voilà. Oui. Le taux de mortalité des cheptels apicoles sur un an a atteint ces dernières années les 32%. On estime que 300 000 ruches meurent chaque année. Si les pertes évaluées trouvent leur cause dans une pluralité de facteurs, changement climatique, recrudescence des attaques de frelons, propagation du varroa, l'augmentation relativement récente des dégâts concorde avec le développement des produits phytosanitaires dans d'autres filières agricoles. Une étude conduite par le chercheur suisse Alexandra Ebi, chercheur à l'université de Neuchâtel, a montré à partir d'un échantillonnage de 200 miels récoltés sur les 5 continents que des résidus de néonicotinoïdes y étaient omniprésents avec des teneurs moyennes de 1,1 microgramme de néonicotinoïdes par kilo. C'est plus de 10 fois au-dessus du seuil à partir duquel des effets délétères sont documentés sur certains insectes, pollinisateurs et autres. Or, le miel, formé à partir du nectar des plantes mellifères, est un bon indicateur de l'imprégnation générale de l'environnement. Ma question est simple, Madame la Ministre. L'utilisation des pesticides étant intrinsèquement liée au modèle d'agriculture productiviste, n'est-il pas temps de mettre un plan de sortie des pesticides qui devrait aller de pair avec la transformation profonde du modèle agricole vers une agriculture paysanne biologique? Merci. Chers collègues, je crois qu'on a atteint un record. Presque une quinzaine de questions, mais je vois qu'il y a Monsieur Yannick Horry qui revient. Monsieur Horry, vous voulez poser votre question? Allez, c'est parti, on pose votre question et après Madame la Ministre répond. Non, mais je vous en prie, vous êtes pris un peu au dépourvu, mais... Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis la crise du Covid, l'approche One World, One Health, qui vise à renforcer les liens entre la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, a pris tout son sens. La stratégie Ecophyto 2030 que vous nous présentez aujourd'hui a pour ambition, je cite, de préserver la santé publique et celle de l'environnement dans une logique une seule santé. Pouvez-vous, Madame la Ministre, détailler cette ambition? Comment coordonnez-vous l'action du ministère de l'Agriculture avec celle des ministères de la Santé et de la Transition écologique en vue de répondre collectivement à cet objectif? Plus largement, quelle est votre stratégie en matière de santé environnementale? Merci. Merci. Madame la Ministre, je vous laisse le soin de répondre à cette quinzaine de questions qui montrent une nouvelle fois l'intérêt de notre commission. Tout à fait, c'est pour ça que je ne suis pas surprise et c'est plutôt rassurant. Monsieur Bonny, oui, je vous confirme que nous souhaitons renforcer les clauses miroirs dans la négociation des traités de libre-échange. Je pense que la ligne a été très clairement indiquée par le président de la République et le Premier ministre, que nous souhaitons appliquer des clauses de sauvegarde quand cela est nécessaire et que nous voulons porter cette vision au niveau européen. Monsieur Bléry, j'avais parfaitement répondu à votre question puisque vous m'aviez interrogé sur les recherches qui étaient en cours sur les endives et que je vous avais répondu les 2 molécules qui sont en cours de recherche, Prol 400, Vibella, avec le soutien d'ailleurs financier sur la mise en œuvre des tests de l'État, et le projet dans le Parsada des herbes endives, ainsi que le projet porté par la filière endive avec le CTIFL. Donc, je vous redonne ces questions puisque vous avez dû être inattentif. S'agissant des endives, voilà. S'agissant des réponses, nous ne vous avons pas attendu pour travailler avec la filière endivière. Il y a ces 2 molécules qui sont immédiates. Il y a le projet des herbes endives. Il y a le travail que nous menons aussi, puisque une partie du désherbage peut être fait aussi de manière manuelle avec l'appui, la volonté de travailler avec France Travail. Et je suis cela avec vos collègues qui sont réunis au sein du groupe sous l'égide de Charlotte Parmentier-Lecoq et Violette Spielbout, quasiment à la semaine. Madame Cousin, alors je le redis, les surtranspositions concernent les produits néonicotinoïdes et assimilés. Je pense que certains d'entre vous sont intervenus pour expliquer pourquoi ces produits pouvaient poser des difficultés. Il n'y a pas d'autres surtranspositions.
Voilà, il n'y en a pas d'autres. Après, qu'il y ait des stratégies industrielles qui soient différentes, c'est autre chose, mais il n'y a pas d'autres surtranspositions. Donc, ne relayons pas des choses fausses. S'agissant de la baisse de la production agricole, pardon de soulever ce léger problème, mais est-ce que vous ne croyez pas que le dérèglement climatique est une des premières causes de la baisse de la production agricole? Les gels tardifs, par exemple. Si nous prenons juste depuis le début de cette année, gel tardif, je l'ai dit déjà, gel tardif, grêle, inondation, ce sont des éléments... Il suffit de regarder les soutiens qui sont apportés par le gouvernement pour venir en soutien suite à des événements climatiques majeurs. Ils ont quasiment été multipliés par 10 en quelques années. Par 10. Donc il se passe quelque chose. Et c'est ça le premier objet. Donc après le Rassemblement national, moi j'attends qu'ils me disent clairement quelle est sa politique en matière de phytosanitaire pour ou contre les phytosanitaires. Et deuxièmement, quelle est la politique en matière de lutte contre le dérèglement climatique? Nous avons à notre actif d'avoir baissé les émissions de gaz à effet de serre de 5,8%. Nous prenons notre destin en main. Monsieur Barthès, je redis sur les mesures miroirs, puisque je l'ai dit à Monsieur Bonny. Madame Pochon, c'est intéressant, votre vérité parallèle. Changement d'indicateur, je le redis une troisième fois ou une quatrième fois. Tous les pays européens utilisent cet indicateur IFR1. FR1, tous. Ils sont 27 depuis 2018. Nous sommes probablement tous idiots. Mais il faut croire que nous avons décidé de manière idiote de suivre cet indicateur. Donc oui, il a une portée. Est-ce qu'il est parfait? Non, je le redis. Est-ce que nous prenons en main le fait de pouvoir faire en sorte de le faire évoluer? Oui, nous avons confié une mission à l'INRAE en ce sens. Vous mentionnez la Cour des comptes qui a effectivement indiqué les problèmes de méthode. Je rappelle que son analyse porte sur les plans éco-phyto précédents, portés par une mandature dans laquelle vous étiez aux affaires. Sur Madame Bellucco, vous mentionnez le nombre de substances dont nous disposerions par rapport à d'autres pays. Alors, je vais vous donner des chiffres très précis. Sur le chou, la France dispose de 30 substances. La Belgique en a 15 de plus, soit 50% de substances en plus. Sur le poireau, 21 substances, 13 en plus sur le pays comparable. Sur l'oignon, 33 substances, 15 substances de plus sur le produit comparable. Sur l'ail, 25 substances, 13 substances de plus sur le produit comparable. Sur le riz, 9 substances, 5 substances de plus sur le produit comparable. Je tiens ce dossier à votre disposition. Il est donc acquis que, oui, nos agriculteurs n'ont pas la même boîte à outils que leurs voisins européens. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça dépend des substances. Et c'est ça que nous sommes en train de regarder dans le comité des solutions. Mais c'est factuel. Et effectivement, si c'est le problème des questions qui sont écrites avant l'audition, j'avais déjà répondu à cette question en disant que la diversité de notre agriculture explique qu'il y a plus de produits en France qui sont utilisés au total, parce que en Suède, vous avez assez peu de produits pour les cerises, et en Italie, assez peu de produits pour l'endive ou la chicorée. Monsieur Fugit, vous avez raison de mentionner ce problème sur les élections des chambres d'agriculture, et je vous confirme que nous soutiendrons des dispositifs qui permettront de résoudre ce problème de constitution des listes électorales, puisqu'effectivement, on a besoin d'avoir des représentants en chambre d'agriculture qui, par ailleurs, ont des responsabilités, qui connaissent bien le monde agricole, et nous avons besoin aussi qu'il y ait des gens qui s'engagent sur le terrain. Je dirais que c'est une question aussi de démocratie. Merci pour la proposition de loi drone que nous soutiendrons au sein du gouvernement, puisque ça fait partie de la façon aussi de faire de l'agriculture de précision. Madame Bassir, alors je ne vais pas vous répondre sur la culture d'ananas Victoria parce que je ne suis pas assez spécialiste, mais je peux vous indiquer que le comité des solutions passe en revue les cultures d'outre-mer. Donc elle a passé la semaine dernière la réunion initiale, et la réunion de conclusion aura lieu le 5 juillet, et que nous avons mis en place dans le Parsada une task force spéciale outre-mer pour éviter que les cultures endémiques d'outre-mer ne soient écrasées
par les cultures de l'Hexagone, de façon à ce qu'il y ait un espace de travail spécifique aux Outre-mer. Monsieur Dragon, vous avez raison de souligner que l'année 2023 a été bonne pour les betteraviers, que nous avons la même production qu'en 2017, ce qui finalement va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues que nous entendons. Sur le Movento, ça c'est une décision que nous avons prise qui permet de renforcer la boîte à outils des agriculteurs. Il y a une décision que vous n'avez pas mentionnée, qui est celle qui porte sur AgriOdor, qui est l'expérimentation d'une solution de biocontrôle sur 500 hectares de betteraves sucrières et 500 hectares de betteraves porte-graines, qui va nous permettre là aussi d'accélérer sur cette solution de biocontrôle, sur lequel nous espérons pouvoir, si ça fonctionne, prendre des décisions pour l'horizon 2025. Et je ne sais plus qui a dit que le Movento était un néonicotinoïde, mais pas du tout, ce n'est pas un néonicotinoïde, et c'est une interdiction européenne. Monsieur Bricou, sur les crédits, deux choses. Le ministère de l'Agriculture a une enveloppe de 20 millions d'euros dans le cadre du PARSADA. Vous allez me dire, c'est très peu, vous avez raison, et c'est pour ça que le MTECT travaille sur un plan eau plus large, sur lequel il fera ses annonces prochainement, et qui est effectivement prend en compte les enjeux, dans la limite de nos marges de manœuvre budgétaires. Sur le suivi des indicateurs, en fait, les chiffres sont publiés. Donc, ils continuent à être publiés. C'est une série statistique. Le NODU CMR1, le NODU CMR2, le NODU glyphosate, le QSA, l'indicateur FRI1 seront publiés et dans les séries statistiques et prolongés. Donc, il n'y a pas, on ne casse pas le thermomètre. Mais nous prenons comme référence FRI1, puisque, encore une fois, l'Europe avait porté un texte de réduction de 50% des phytosanitaires avec cet indicateur-là. Je dirais, à un moment, il faut soit on reconnaît qu'on porte une vision européenne et une politique européenne et on joue avec les indicateurs européens, soit on est contre l'Europe, mais il faut l'assumer, il faut le dire. Alors, certains ne le disent pas, mais devraient l'assumer. Monsieur Vigier, je ne connais pas à date le pourcentage des crédits qui sont consacrés au NGT et à l'aide à la diffusion de ces techniques, parce qu'en fait, nous faisons des appels à projets. Et donc, c'est en fonction des réponses des porteurs de projets. Et ça sera les meilleurs projets. C'est un comité scientifique et technique qui juge. Donc, s'il y a beaucoup de projets très prometteurs, eh ben, ils auront une bonne partie de l'enveloppe. S'il n'y a pas beaucoup de projets prometteurs, ils auront une moins grande partie de l'enveloppe. Mais c'est plutôt comme ça que c'est vu. Et c'est vraiment un comité scientifique et technique qui fait les sélections. Monsieur Di Filippo, vous avez évoqué l'impact, la question des clauses miroirs, donc je crois que j'ai déjà répondu. Et sur les moyens insuffisants pour la recherche, je veux juste dire qu'on les multiplie par 6 par rapport à l'historique de ces dernières années. Je pense que c'est pas mal. Là où je vous rejoins, c'est qu'on peut faire plus. Et pour faire plus, il faut le faire en européen. C'est-à-dire, si la France met 1 milliard d'euros, mais si l'Allemagne met, 1 milliard d'euros, ça fera 2 milliards d'euros pour aller chercher sur des conditions pédoclimatiques qui, à certains égards, sont peut-être pas totalement équivalentes, mais qui peuvent permettre d'aller plus vite. Et si on rajoute l'Italie et l'Espagne, ça fera encore plus d'argent. Et c'est un peu cet objectif, c'est cette volonté qu'a manifesté le président de la République dans son discours de la Sorbonne, de dire que sur un certain nombre d'enjeux stratégiques, dont les phytosanitaires, on pouvait mettre des moyens en commun au niveau européen. Madame Ferrer, alors, vous avez raison de dire que la mortalité des pollinisateurs est multifactorielle. Vous avez évoqué le dérèglement climatique, le frelon asiatique, la question des néonicotinoïdes. Aujourd'hui, et ça c'est dans les travaux de recherche dont nous disposons, nous ne sommes pas capables de faire d'apprécier de manière précise l'impact des néonicotinoïdes sur la mortalité des pollinisateurs. Quand je dis de manière précise, c'est quelle part ça prend. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins que le dérèglement climatique, que les autres facteurs que le frelon asiatique. En plus, comme vous le savez, c'est un peu multifactoriel. Donc, on affaiblit l'organisme de l'abeille qui ensuite est mis au contact de polluants. Donc,
ces études-là sont difficiles à mener. Néanmoins, c'est un des objets du plan Éco-Phyto que d'investir dans une meilleure connaissance des pollinisateurs, les populations de pollinisateurs, les facteurs de réduction de ces populations en fonction des zones géographiques. Ce sont des éléments dont nous faisons aujourd'hui le constat que nous n'avons pas suffisamment de savoir, de connaissances scientifiques, et que du coup, cela nous met en difficulté pour avoir une vraie politique fondée sur la science. À ce stade, l'analyse néonicotinoïdes, perte de pollinisateurs, a conduit à prendre la loi de 2015 avec les limites que nous connaissons, qui est de créer cet écart de compétition et de réglementation avec d'autres pays européens. Faut-il une agriculture paysanne biologique ? En fait, l'enjeu, c'est que si demain matin, 100% de nos agriculteurs aller dans cette direction, notre capacité à nourrir nos populations serait fortement diminuée. Tout simplement parce que les rendements, mais je ne vous apprends rien, en agriculture biologique, ça dépend là aussi des secteurs du jeu, sont inférieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle. Et donc, nous nous mettrions dans une situation de vulnérabilité par rapport à notre capacité à nourrir nos populations. Est-ce que ça améliorerait l'environnement ? Sans doute pas, puisque nous aurons pris des décisions qui concernent la France, mais qui ne concernent pas les pays qui contribueront à nous alimenter. Est-ce que ça améliorera la santé des Français ? Certainement pas, puisque nous avons en moyenne une agriculture qui est plutôt mieux-disante que beaucoup, pas tous, mais beaucoup de nos voisins. Et donc, nous aurions des risques de limite de résidus, en tout cas de résidus supérieurs avec ce type de décision. Et donc, ce que nous portons, c'est une vision d'amélioration continue de notre capacité à produire avec un moindre impact environnemental, en ayant évidemment des enjeux de protection de la santé des consommateurs, de la protection des captages d'eau et de la protection de nos sols. Et encore une fois, je suis la première à dire que dans l'effondrement de la biodiversité et de la qualité des sols, il y a aussi un enjeu de rendement. Donc ce sont des sujets sur lesquels les agriculteurs sont à la fois les premiers témoins, les premières victimes de l'impact environnemental de ces phénomènes. Monsieur Horry, nous sommes l'approche Une seule santé est reprise dans le plan Éco-Phyto, qui est coporté par le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique. Et les ministres des 3 pôles Roclore, Varenne et Ségur président ensemble cette stratégie Éco-Phyto et le comité d'orientation scientifique stratégique. Pardon. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je vous confirme, Madame la Ministre, vous avez répondu à tous les orateurs de groupe et aussi à tous les députés qui ont eu cette volonté de participer activement à cette commission. Merci, chers collègues, pour le travail effectué. Merci, Madame la Ministre, pour les éléments de réponse apportées. Chers collègues, nous nous retrouvons demain matin dans cette même salle à 9h30 pour l'audition de Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental, et de M. Sylvain Boucheron, président de la commission environnement du CESE, sur la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. À demain matin.